c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et merci vraiment pour les likes, les commentaires, les abonnements. Putain, on a dépassé les 400 abonnés. Ça me fait super plaisir. Pour toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les nouveautés sur la chaîne. Ça aidera la chaîne à être mieux référencée. Et pareil, si vous avez des questions, des suggestions, même des envies de présentation, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je suis vraiment super heureux à chaque fois de répondre à vos commentaires. Ça fait super plaisir d'avoir un échange avec vous. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du plus gros serpent du monde connu, à savoir l'anaconda vert, Onectes murinus. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus grand serpent du monde, Malaiopiton reticulatus ou le python réticulé. Le python réticulé a été décrit par Schneider en 1803 et c'est un serpent que l'on ne va pouvoir rencontrer qu'en Asie du Sud-Est. C'est un serpent qui a une grande aire de répartition. On va pouvoir le rencontrer au Bangladesh, au Laos, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et aux Philippines. Ça fait quand même une belle aire de répartition. Et il me semble que j'ai oublié la Birmanie. Donc on a une très grosse aire de répartition. Il va occuper des biotopes assez variés. On va pouvoir rencontrer des pythons réticulés en forêt, en lisière de forêt, dans les champs, dans les villages, dans les grandes villes, en bord de mer et même en pleine mer. Plusieurs fois des pythons réticulés ont été observés en train de traverser un bras de mer pour rejoindre un point A à un point B. Et les scientifiques pensent que c'est ce qui a fait que ce serpent a une aire de répartition aussi vaste. Et là, c'est un point personnel, je trouve que ce serpent fait preuve d'une adaptabilité à son environnement qui est formidable. Pour ce qui est du comportement, alors on est sur un animal qui va être actif autant le jour que la nuit, il n'aura absolument aucun problème à se déplacer de jour que de nuit, et qui va être terrestre, arboricole et, je dirais pas semi-aquatique, mais vachement à l'aise dans l'eau. Alors, là où c'est étonnant, c'est que malgré sa taille et son poids, vous allez le voir, ce serpent n'a absolument aucun problème à grimper aux arbres et souvent à grimper à plusieurs mètres de hauteur sur des troncs à la verticale qui n'ont pas beaucoup d'accroche. Et ça, c'est dû à leur reptation. Alors la reptation chez les serpents, c'est la manière de se déplacer et vous avez plusieurs manières de se déplacer. Et là, je vous montre un petit peu comment il s'y prend. C'est assez intéressant de voir ce mouvement de reptation et c'est ce qui leur permet de pouvoir grimper aux arbres sans aucun problème. On va passer à la description physique de l'animal. Alors déjà, la taille et le poids. Il est considéré comme le plus grand serpent du monde. Il y a plusieurs articles de presse qui relataient des serpents qui dépassaient les 8 mètres sans aucun problème. On a du 8,70 m, du 9,50 m et du 10,20 m. Le seul problème que j'ai avec ces articles de presse, c'est qu'il n'y a absolument aucune notation scientifique avérée qui va justifier ces prises de taille. Je vous donne un exemple avec cette photo. Quand on lit les articles de presse, on peut voir que des indigènes ont tué une femelle python de plus de 10 mètres. Et il y a des scientifiques qui se sont penchés sur le sujet et pendant cette expédition, il y avait des scientifiques qui ont pris des mesures. Et les mesures nous parlent d'un serpent qui dépasse à peine les 7 mètres. Il faut prendre ces informations avec des pincettes, d'accord ? Par contre, en captivité, on a très peu d'anacondas, de pythons de Séba, de Simalia metistina qui atteignent les 7 mètres en captivité. Donc c'est pour ça qu'on considère que le python réticulé est vraiment le plus grand python du monde. Mais quand vous voyez des articles de presse où on vous dit python réticulé de 10 mètres, 11 mètres, tout ça, vérifiez toujours les sources et vous verrez que généralement il n'y en a pas. Au niveau du poids, on est sur des animaux qui vont dépasser les 100 kg sans problème, sans atteindre les poids records des anacondas verts. Anaconda vert, pour rappel, on peut aller de 150 à 180 kg pour une grosse femelle. Python réticulé en nature, je précise bien en nature, on va plus être sur du 120-130 kg, ce qui est vraiment un poids excellent. Pourquoi je précise en nature ? Tout simplement parce qu'en captivité, déjà on a tendance à surnourrir nos animaux, chose qui n'est pas très bonne, et étant donné qu'ils ne peuvent pas se dépenser comme dans leur milieu naturel, ils ont tendance à devenir obèses si on n'y fait pas attention. Et toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, TikTok, Instagram qui vous montrent des pythons réticulés, 90% des vidéos vous montrent des animaux qui sont obèses, donc malades. C'est des animaux qui ne sont pas du tout en bonne santé. Je vais vous donner l'exemple d'un youtubeur américain qui fait parler de lui parce que
il se fait strike par des femelles pitons réticulés quand il va chercher les œufs, et il est fier de montrer des pitons réticulés obèses. Mais ça, c'est un animal qui est malade, ce n'est absolument pas un animal en bonne santé. Donc c'est un animal qui va avoir son espérance de vie raccourcie, et qui sert uniquement de pondoir et de putaclic pour pouvoir faire de la thune. Moi personnellement je suis pas fan. Donc c'est pareil, faites bien attention à ce que vous voyez sur internet. Le python réticulé est un animal qui doit rester svelte, fin et lancé. Pas un animal qui doit être un vrai boudin. Non, c'est pas bon du tout. Pour continuer un petit peu la description physique, donc les pythons réticulés en fonction des localités vont avoir des couleurs qui vont être différentes. La couleur de fond va pouvoir aller du marron au brun clair, voire même jusqu'au gris. Et on va avoir des patterns qui, pareil, vont avoir des colorations assez différentes. Vous avez des pythons réticulés qui vont avoir une tête uniformément marron, d'autres une tête qui va se rapprocher plus du jaune. Vous allez avoir des losanges, donc les réticules qui ont donné leur nom à ce serpent, qui vont être plus ou moins clairs. Donc vraiment, en fonction des localités, vous allez avoir des couleurs qui sont assez variées. Et pareil, dans cette espèce, il y a deux sous-espèces. Alors aujourd'hui encore, ça porte un petit peu à une guéguerre. Vous en avez qui considèrent ces sous-espèces comme des sous-espèces, et d'autres qui ne veulent pas entendre parler de sous-espèces, mais de localité. Alors, je ne suis pas scientifique, c'est pas moi qui vais mettre un terme à ce débat. Pour moi, ce sont deux sous-espèces. Voilà, je prends l'info comme ça. Donc vous allez avoir Malayopython reticulatus jampeanus et Malayopython reticulatus saputrii. Et ce sont deux sous-espèces qui vivent uniquement sur des îles de l'archipel indonésien et qui se sont adaptées à leur environnement. Elles sont atteintes de ce qu'on appelle le nanisme insulaire. C'est-à-dire que, étant donné qu'elles vivent dans des milieux qui sont beaucoup plus restreints, avec une abondance de proie qui est moins forte que sur le continent, l'évolution a fait qu'elles ont rétréci et qu'elles se sont vraiment adaptées à leur environnement pour pouvoir y survivre du mieux possible. Voilà, c'était la petite info scientifique rigolote sur cet animal. Pour ce qui est du comportement reproducteur de ces serpents, et bien comme pour tous les serpents, il va être régi par les saisons. En Asie du Sud-Est, vous allez avoir deux types de saisons. La saison sèche et la saison humide. Une fois sortis de la saison sèche, donc arrivé à la saison humide, les animaux vont reprendre une activité normale et vont se remettre en quête de proie. Les femelles vont s'engraisser et une fois bien engraissées, elles vont dégager des phéromones pour dire « Hep, je suis prête pour me reproduire et donner naissance à des petits ». Donc les mâles vont sentir les phéromones aux alentours et vont chercher la femelle jusqu'à la trouver. Le lock, donc l'accouplement en lui-même, va pouvoir durer plusieurs heures et peut être fait par différents mâles sur une même femelle. Une fois que le crac boum boum est terminé, la femelle part dans son coin, le mâle part dans son coin. La femelle va être en gestation pendant 90 jours, il me semble. 90 jours durant lesquels elle va réduire son activité physique et elle va arrêter de s'alimenter. Parce que vous allez voir, quand elle pond, ça rigole pas. Au bout de ces 90 jours, la femelle va pouvoir pondre jusqu'à une cinquantaine d'œufs. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, le record du monde sur une ponte de python réticulé dépasse les 50 œufs. Et quand on voit la taille d'un œuf de python réticulé, se dire qu'elle en sort 50, c'est impressionnant et ça mérite le respect, madame. Une fois qu'elle a fini sa ponte, elle va incuber ses œufs elle-même, donc elle va s'enrouler autour pour pouvoir maintenir une température et une hygrométrie stable au niveau des œufs pour que les petits puissent se développer correctement. Et pour rappel, un animal qui pond des œufs est ce qu'on appelle ovipare. Une fois l'incubation terminée, les petits vont pointer le bout de leur nez. Et là, on est déjà sur du beau serpenteau. Un petit python réticulé va largement dépasser les 50 cm à la naissance. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal, hein, on est d'accord, c'est des beaux serpents. Les petits vont rester quelques heures à quelques jours avec leur mère et ensuite vont prendre leur envol et vont devoir faire face à beaucoup de dangers dans la jungle. Ils vont devoir faire face à des prédateurs, donc vous allez avoir d'autres serpents comme les Ophiopagus, les Bangarus, tout ce qui va pouvoir être ophiophage, donc qui mangent d'autres serpents. Ils vont avoir affaire aussi à des lézards comme les varans qui vont se faire un régal avec les petits pythons réticulés. Ils vont avoir affaire à des mammifères, donc vous avez des singes, des tigres, des ours, enfin bref, une multitude de prédateurs. Mais ils vont avoir aussi affaire à l'activité humaine, le déboisement, l'agriculture. Un petit python qui s'aventure dans une maison, là-bas il cherche même pas à comprendre, machette et hop, il coupe dans le vif. Donc ces animaux vont vraiment pas avoir un début de vie très facile.
Et à l'heure actuelle, on estime que seulement 20% de la ponte va arriver à atteindre l'âge adulte. Donc c'est vraiment pas énorme. Alors, je vais aborder le comportement alimentaire. Donc avant d'en parler, je tiens à préciser que je ne veux absolument pas diaboliser cet animal. C'est un animal, le cycle de la vie fait que l'homme est un prédateur et une proie. Et il y a des moments où on a la place de prédateur et des moments où on est à la place des proies. D'accord? Donc je ne veux pas diaboliser ce serpent. Le python réticulé, comme beaucoup de serpents géants, a une capacité à avaler des proies de taille assez conséquente. Des pythons réticulés ont été observés en train d'avaler des cervidés, d'autres des cochons sauvages. Il y a même une histoire qui tourne sur un python réticulé qui aura avalé un ours asiatique de 23 kg. Alors ça, j'ai trouvé sur Wikipédia, mais j'ai pas lu d'article scientifique là-dessus. Mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'on est sur un serpent mangeur d'hommes, avéré. Alors, il y a quelques années en arrière, on venait me dire ça, je disais non, c'est pas possible, les serpents ne mangent pas les êtres humains, nani, nana. Depuis, j'ai quand même pas mal étudié le sujet, et surtout, il y a des articles de presse et scientifiques qui sont sortis sur le sujet, et ça a remis ma perspective des choses en question. Il y a une vieille dame qui a disparu d'un village, les villageois se sont inquiétés ne la voyant pas revenir le soir, et ont appelé la police. La police est venue, les villageois et les policiers ont procédé à une battue, et ont trouvé, non loin du lieu où était la vieille dame, un python réticulé en train de digérer une grosse proie. Donc, vu que c'est un serpent élancé, dès qu'il va avaler une proie de taille assez conséquente, ça va se voir tout de suite. Donc les villageois ont capturé l'animal, l'ont ramené dans leur village, l'ont tué avec l'aide de la police et ont ouvert l'estomac de l'animal. Et je vous mettrai pas les photos ni la vidéo par respect pour la victime, mais ils ont bien découvert la vieille dame à l'intérieur du serpent. Alors à l'époque, tout le monde criait au fake, tout le monde disait oui, ils ont ouvert un serpent, ils ont glissé la vieille dame dedans, nani nana. Bon. Sur le moment, quand j'ai eu la photo, moi aussi je pensais ça. Je me disais non, c'est pas possible, c'est quelque chose d'irréel. C'est carrément impossible qu'un python s'attaque à un être humain. Enfin, pour eux, on est des prédateurs. Et du coup, j'ai lu pas mal d'articles scientifiques sur d'autres animaux que les serpents, notamment les crocodiles et les requins. Et ça a remis ma perspective personnelle en question. En clair, l'être humain n'est absolument pas en haut de la chaîne alimentaire et tout peut arriver dans la nature, c'est la loi de la jungle. Et en 2017, il y a eu un autre cas similaire où là c'est un jeune homme de 25 ans qui a disparu d'un village toujours en Indonésie. Et pareil, les villageois ont appelé la police est venue, ils ont procédé à une battue. Et en fait là ils ont retrouvé un python réticulé non loin du lieu où le jeune homme était censé être, avec l'estomac plein. Sauf qu'ils ont tout de suite compris que l'animal avait tué et boulotté leur ami parce qu'il y avait une botte du jeune homme posée à côté du serpent. Enfin posée, c'est tout ce qui restait de lui quoi. Donc ils ont procédé à la capture, ils ont ramené le serpent au village, ils l'ont tué, ils ont ouvert l'estomac et effectivement ils ont trouvé le jeune homme à l'intérieur. Et cet article en fait m'a fait prendre conscience que c'était tout à fait possible parce qu'il y a une autopsie du jeune homme qui a été faite. Et en fait, c'est bien le serpent qui a tué le jeune homme et qui l'a avalé. Et c'est là qu'on se dit, en fait, on n'est absolument rien dans la chaîne alimentaire et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc ça remet tout en perspective. Alors pareil, je ne veux pas diaboliser ce serpent, ce n'est pas le cas. C'est un serpent qui a des instincts, c'est un prédateur. Il a trouvé une proie qui lui convenait, il a tapé, il l'a tué, il l'a mangé. Enfin voilà, c'est l'instinct de survie qui le pousse à faire ça. Par contre, on est sur un cas avéré d'un serpent tueur d'hommes et d'un serpent mangeur d'hommes. C'est pas un accident, c'est pas quelque chose qui est arrivé, on va dire, par hasard. Non. De ce qui a été relaté et de ce qui a été expliqué donc, par la police scientifique du coin et par des scientifiques, c'est que le jeune homme s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et le serpent n'a pas cherché à comprendre et enfin... Il a attaqué le jeune homme, il l'a tué, il l'a mangé. Donc clairement, on est sur une espèce qui va être capable de tuer et de manger un homme. Alors après, c'est pareil, je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les anacondas, parce qu'il y a des histoires sur des anacondas mangeurs d'hommes qui tournent, mais les personnes qui ont été ingérées étaient de petits gabarits. La dame faisait 1m56, si je vous dis pas de conneries, et le monsieur qui a été ingéré faisait dans les 1m60. La dame faisait 45-46 kg et le monsieur 50 kg. Donc
On est sur des petits gabarits. Moi par exemple, je fais 1m77 pour 129 kg. Me tuer, le serpent serait tout à fait capable, hein, ça y a pas de problème. Par contre, m'ingérer, je pense que ce serait un petit peu plus compliqué. Voilà, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais comme je vous le dis, je ne veux pas diaboliser cet animal. J'adore les serpents, voire même, je n'ai pas peur de le dire, j'aime les serpents. Je trouve ça juste dingue qu'un animal nous remette à notre place d'être humain en fait. On n'est absolument pas le haut de la chaîne alimentaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère que cet animal, alors c'est à titre personnel, hein, mais cet animal ne devrait absolument pas être maintenu en captivité par des amateurs. Alors, quand je dis des amateurs, c'est même des capacitaires qui ont un CDC professionnel, mais avec des installations amateurs. Ça, pour moi, ça devrait être un animal qui devrait être maintenu en captivité uniquement dans des structures professionnelles. Parce que, ne serait-ce qu'en termes de taille, il va falloir un terrarium hyper grand à cet animal. C'est un python qui est très actif. Donc, même si, je vais vous donner une connerie, mais même si vous mettez un terrarium de 20 mètres carrés à disposition, je trouve que c'est trop petit. On est sur un python qui est très actif. Et en plus ça, c'est un serpent qui est réputé pour être très intelligent et belliqueux. C'est un serpent qui, pour beaucoup de terrariophiles, va avoir un comportement vicelard. Alors, personnellement, j'ai jamais eu de python réticulé en face de moi en terrarium à devoir sortir ou quoi. Mais de ce que je vois sur internet, c'est que c'est un serpent qui a une réponse défensive assez rapide, à savoir la morsure. Il va pas chercher à comprendre, hein. Vous allez le titiller pendant 2 secondes, paf, ça va taper. Et quand je vois un petit peu sur internet déjà ce qui se passe, je me dis ouais, c'est chaud quand même d'en avoir en tant que terrario amateur. C'est vraiment pas un serpent que je recommande en captivité. Après, s'il y a des personnes qui veulent se lancer, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est aller voir dans un zoo comment ça se passe, puis aller essayer de manipuler un python réticulé. Je pense que ça va vous remettre un peu les idées en place. Parce que c'est des animaux qui ne peuvent pas être gérés quand vous êtes seul, et c'est des animaux qui gardent quand même un comportement sauvage assez présent. Donc je recommande absolument pas en captivité. Et pareil, ce que vous voyez sur internet, donc les youtubeurs dont je ne prononcerai pas le nom parce que je veux pas leur faire de pub, mais qui font mumuse avec des pythons réticulés, je trouve ça inconscient. Il faut être complètement con. À savoir qu'une grosse femelle va dépasser les 7 mètres, dépasser les 130 kg, et qu'en plus de ça, ces youtubeurs les surnourrissent, ces animaux-là. Donc, voir ces youtubeurs faire mumuse avec ces animaux, moi ça a tendance à m'agacer, et je trouve que c'est un manque de respect pour l'animal, clairement. Voilà les amis, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre plus sur ce formidable serpent qui est le python réticulé. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Ça me fera super plaisir de les lire. Même si c'est du négatif, comme j'ai pu avoir il n'y a pas si longtemps sur une autre vidéo, et d'ailleurs j'y reviendrai. Mais n'hésitez pas. Et ben voilà. Aujourd'hui, vous en avez appris plus sur le plus grand serpent du monde. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Ciao, prenez soin de vous.